Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de débrief et d'analyse du match 1 des finales NBA 2017. Une vidéo grand débrief après une première vidéo où je vous ai livré rapidement à partir d'extraits de match mon ressenti et mes impressions sur ce match 1. Là, on va prendre un petit peu plus le temps, on va aller plus dans le détail, notamment en allant analyser les statistiques avancées de cette rencontre pour en plus de l'impression visuelle, du eye test qu'on avait pu avoir à chaud après ce match 1, aller confirmer ou infirmer ce qu'on a pu analyser comme ça de visu grâce aux stats avancées et comprendre ce qui s'est passé dans ce match 1 et développer ainsi comme ça des pistes d'exploration pour les deux équipes dans le match 2. Alors on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui est très intéressant dans ce match 1, c'est que finalement, on a vu ce qu'on s'attendait à voir. Et bien souvent, dans les finales NBA, dans le premier match, c'est ce qui arrive, parce que les deux équipes arrivent effectivement dans la dernière ligne droite, dans la dernière série, avec leur bagage, avec leurs petites affaires, leur expérience des tours précédents, et c'est pas dans le match 1 qu'il y a les premiers ajustements, qu'on s'adapte à l'adversaire. Chacun vient avec ses forces, vient avec ses faiblesses, tout ça se percute. Et ça n'est que sur les rencontres suivantes qu'on s'ajuste en fonction des opportunités et des menaces que présente l'adversaire. Donc là, dans ce match 1, on a vraiment vu ce qu'on s'attendait à voir avec, pour vraiment schématiser dans les grandes lignes, une équipe des Warriors qui a été extraordinairement efficace en défense, une équipe des Warriors qui n'est pas tombée dans le piège du tir extérieur et qui a été extrêmement agressive vers le cercle, qui allait trouver des paniers ouverts en dessous. Et puis à contrario, on a vu une équipe des Cavs qui effectivement a eu du mal à attaquer face à cette très bonne défense des Warriors, et on a revu un petit peu ce que j'ai appelé les bad Cavs, c'est-à-dire les Cavs qui font un peu trop d'isolation, qui font un peu trop d'erreurs de communication en défense, et qui globalement, et ça c'est vraiment la clé de ce match 1, ces Cavs ont été moins impliqués, le niveau d'intensité de Cleveland a été beaucoup moins grand que celui des Warriors. Je vous propose, comme je le disais, qu'on ne perde pas de temps et qu'on passe en revue les stats avancées que je suis allé dénicher là tout de suite à chaud après ce match, qui sont vraiment révélatrices, ces stats avancées, de ce qui s'est passé dans ce match 1. Donc, large victoire des Warriors, Golden State est allé gagner les 4 quarts-temps, domination qui s'est déroulée quasiment sur toute la rencontre, dès le début. Finalement, les Warriors ont commencé à creuser l'écart et jamais les Cavs n'ont réussi à revenir. Il y a eu jusqu'à 24 points d'avance pour cette équipe des Warriors. On a bien eu le duel annoncé entre Kevin Durant et LeBron James, avec un Durant qui aura été absolument mutanesque, très agressif, très en réussite, et un James qui fait quand même un match correct. L'impression qu'on a après ce match 1, c'est de dire James n'a pas très bien joué, et puis quand on regarde les stats, il finit sur mon blightomètre, mon indicateur de calcul des évaluations, il finit à 31, sachant que sa moyenne en playoff là, en 2017 c'est 37, donc il n'est pas très en deçà de sa moyenne. C'est qu'il nous a tellement habitués à l'excellence, au mutanesque, que dès qu'on passe du mutanesque au très bon ou au bon, on considère que c'est une sous-performance, mais ça reste de pas mal. Regardez, 54 en fantasy score, Durant qui fait un match de mutant à 59. Donc finalement, on a un James qui a quand même bien joué. Là où il y a eu un gros souci, c'est sur les 8 pertes de balles. Les 8 pertes de balles, c'est absolument énorme, mais on va avoir l'occasion de le développer un petit peu plus tard. Donc match 1 à sens unique, nous qui espérions des matchs serrés, des matchs à enjeu, on n'en aura pas eu sur le match 1 qui au final est un blowout. Mais ce qui aura été intéressant sur ce match 1, c'est pour ça que je considère que c'était un match vraiment intéressant à voir, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'intensité. Et on est enfin, finalement, maintenant qu'on arrive en finale NBA, on est enfin parvenu à tourner la page de la saison régulière et des autres tours de play-off où il n'y avait pas encore l'intensité, ça n'y était pas. Là, ça y était, ça fait plaisir.
Alors, au niveau donc de ce match 1, on a une équipe des Cleveland Cavaliers qui finit à 0,89 points en moyenne par possession et qui a encaissé pratiquement 1,10 points par possession. Une équipe des Cavs qui a fait relativement peu de passes décisives. On est à 50% de passes décisives pour une équipe qui n'a jamais été une grosse équipe dans la création de passes décisives. Il y a beaucoup d'isolation côté Cavs, donc on n'est jamais côté Cleveland à un très haut niveau, mais 50% c'est vraiment la moyenne basse, on est plus dans les 56-57. Ce qui a tué l'équipe de Cleveland, c'est les pertes de balles. Regardez. On est à 19%, on est pratiquement à 20% de perte de balles. Ça veut dire que sur 100 possessions, il y a 20 ballons perdus. C'est une moyenne très 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 élevée. Et quand vous juxtaposez ça au volume de passes décisives, on a un assist turnover ratio à 0,75. C'est un chiffre extrêmement faible, et regardez, on a un pourcentage au tir réel côté Cavs à 46,9%, 47%, c'est par rapport au standard que ces Cavs avaient mis en place sur les tours précédents en playoff, c'est une performance très 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 basse. Donc vraiment, pour résumer, ce qu'il faut retenir de Cleveland dans le match 1, 0,89 points par possession, 50% de passes def, 0,75 en ratio passes décisives, ballon perdu. Dites-vous bien que 2, c'est bien, c'est la moyenne NBA, 4, c'est excellent, donc à 0,75, vous êtes passé complètement à côté, pratiquement 20% de perte de balles, 47% au tir réel. Ce qui est très intéressant, c'est que ce 19,6% de perte de balles. Pour ça que quand vous analysez une feuille de match, ne regardez jamais les stats bruts. Ne regardez jamais les stats bruts parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Dans ce match, les Cavs, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais ils perdent une vingtaine de balles. Ils en perdent peut-être 18, 19 ou 20. Mais ce qui est intéressant, c'est le pourcentage de perte de balles. Parce que si vous jouez un match avec un maximum de possession, eh bien, vous avez potentiellement plus de chances d'avoir un volume de perte de balles élevé par rapport à un match où vous allez en jouer moins en jouant plus lentement. Donc il faut toujours regarder les pourcentages. Et là, effectivement, ce 19,6% de perte de balles côté Cavs, c'est le plus haut total de perte de balles de Cleveland sur cette saison 2016-2017. La dernière fois qu'ils en avaient perdu autant, c'était face aux Kings. Ils s'étaient quand même imposés, et c'était déjà à l'époque face à une certaine équipe des Warriors où ils avaient réussi un comeback fantastique et ils s'étaient imposés quasiment au buzzer. Et puis à côté de ça, le 0,89 points par possession en moyenne en attaque, eh bien c'est l'un des plus petits rendements offensifs de cette équipe de Cleveland cette saison. Vous voyez que c'est la 4e plus faible performance, et aux surprises, la dernière fois où c'était arrivé, c'était déjà à l'époque face à une équipe des Warriors dans le match opposé face aux Clippers. Souvenez-vous, à l'époque, cette équipe de Cleveland a fait reposer James et Irving, et puis dans le match face aux Spurs, ils s'étaient très rapidement dans la rencontre pris 15-20 points d'écart, et le match avait été très très tôt plié. Donc on a retrouvé l'extrême performance défensive des Warriors comme en janvier 2017, là dans ce match 1 des finales NBA. Du côté de cette équipe de Golden State, eh bien, on le disait, on est à 1,10 points par possession, ce qui est un bon rendement offensif, mais c'est pas du tout un rendement mutanesque pour cette équipe des Warriors. On est même un petit peu en deçà de la moyenne sur ces playoffs qui étaient à 1,16. Donc on n'a pas spécialement fait côté Warriors un excellent match d'attaque. C'est même ça qui fait un petit peu peur, on en reparlera plus tard. Par contre, là où on a été dans l'excellence, eh bien c'est dans le très petit volume de perte de balles, puisque on termine la rencontre avec 4% en moyenne de perte de balles.
Et évidemment, dans la foulée, l'équipe des Warriors a déroulé son jeu d'attaque très riche en mouvement, très riche en circulation de balles, très riche en passes décisives. On est à pratiquement 70% de passes décisives, donc ça veut dire que 70% des paniers inscrits par ces Warriors dans le match 1 ont généré une passe décisive. Ça n'est pas le record absolu de l'équipe, c'est une équipe qui sur cette saison-là, 2016-2017, a pratiquement eu un taux de passe décisive le plus élevé de l'histoire de la NBA. Ce qui est absolument mutanesque, c'est la corrélation entre taux de passe décisive et taux de ballon perdu, et on arrive à un assist turnover rating à 7,75. Ça, c'est du mutant. Si vous voulez trouver du mutant, vous le trouvez là. Vous le trouvez dans cette stat qui est absolument mutanesque. Donc, pour synthétiser, ces Warriors dans le match 1, 1,09 points par possession, 69% de passes décisives, 7,75 en assist turnover ratio, moins de 4% de passes décisives, et on est à 50% au tir réel. 50% de réussite au tir réel, c'est pas les standards des Warriors. Les Warriors, ils sont traditionnellement à 56, 57, voire parfois ils tutoient largement les 60. Donc on est dans un rendement offensif en adresse au tir côté Warriors, en deçà des standards de l'équipe. Ce qui est fascinant, c'est que ce 3,9% de perte de balles, c'est de loin leur meilleure performance de la saison. La dernière fois qu'ils avaient perdu autant de balles, c'était face aux défenses très très faibles de la ligue. Regardez les Knicks, les Wolves, les Kings, les Pelicans, les Nuggets. Et bien là, ils ont fait encore mieux face à cette équipe des Cavs. Performance absolument mutanesque dans la rigueur et la gestion du ballon sur cette rencontre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, ne regardez jamais les stats brutes parce que ça ne veut rien dire. Et effectivement, quand on regarde les stats brutes, on se dit, mais waouh, les Cavs, ils ont fait que 15 passes décisives, j'ai jauni la mauvaise case, c'est ici. Ils ont fait que 15 passes décisives pour 20 ballons perdus, là où les Warriors, ils ont fait pratiquement le double. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que cette équipe des Cavs, ne met que 30 paniers dans la rencontre. Ils n'ont mis que 30 paniers. Donc ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de générer des passes décisives. C'est pour ça que quand vous avez 15 ramené à 30, vous êtes à 50%, ce qui n'est pas si loin de ça, des standards de cette équipe de Cleveland. Mais seulement 30 paniers marqués, ça en dit long finalement sur la performance défensive des Warriors. Parce que regardez, durant ces playoffs en moyenne, les Cavs, ils ont inscrit 41 paniers par rencontre, en jouant sur un tempo en moyenne beaucoup plus lent que celui qui a été joué dans ce match. Donc ils avaient dans ce match 1 l'opportunité de marquer plus de paniers qu'en moyenne dans leur saison. D'ailleurs, regardez, en moyenne, ils en tentaient 80 durant ces playoffs, et là, ils en tentent 86. Donc, c'est pas une question de ralentissement du tempo qui fait qu'on a mis moins de points. C'est pas le cas. Ce match, d'ailleurs, a été très largement joué sur un tempo élevé qui correspond au tempo que voulaient imprimer les Warriors. Et ça, c'était l'une des clés. Vous vous souvenez, dans le bilan, dans le verdict de ma vidéo preview de la série, je vous disais, les Warriors, ils doivent imprimer leur rythme, c'est une équipe de momentum. Et dans ce match 1, ils ont du début à la fin imprimé leur rythme grâce à l'énorme intensité, l'énorme énergie qu'ils ont mise en place. Et on a clairement joué sur le tempo des Warriors où ça jouait vite, ça courait, ça lançait des contre-attaques. Et là où les Cavs sont à l'aise, dans des schémas placés ralentis, mi-terrain, où on place et où on va fixer la défense et éclater sur les tireurs, les Cavs n'ont pas réussi à le faire dans le match 1. Et c'est l'un des tournants du match. Mais voyez ce que je vous disais, en moyenne, les Cavs, ils sortent 22 passes décisives par match. Donc à 15, on n'est pas si loin de ça, de leur rendement, mais c'est vraiment sur les 30 paniers marqués contre 41 précédemment qu'il y a un choc. Et évidemment, le volume de perte de balles, on en a parlé, est beaucoup plus élevé que ce que les Cavs nous avaient habitués durant ces playoffs. Et puis à l'inverse, côté Warriors, on a été effectivement tenté beaucoup plus de tirs
que la moyenne des playoffs jusque-là, parce que d'habitude, ces Warriors, ils en tentent 85, et là, on est allé en tenter 106. Ça veut dire que cette volonté d'accélérer côté Warriors, elle a vraiment été marquée dans le match 1, et puis après, 31 passes décisives, seulement 4 ballons perdus. Ça, c'est vraiment une performance de mutant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en moyenne, ils tentent 85 tirs, ils en mettent 43, et là, on est sur du 45-106. Donc, côté Warriors, on a multiplié les opportunités d'aller tenter des tirs grâce à des rebonds offensifs, grâce à du jeu rapide, et finalement dans une profusion d'opportunités de scorer, on est allé trouver de l'efficacité, parce que 1,10 points par possession, c'est un bon rendement. La moyenne NBA, c'est 1,05, 1,06. Vous êtes à 1,10, vous faites mieux que la moyenne NBA. Et puis 31 passes décisives pour 45 paniers marqués, c'est vraiment pas mal, mais c'est les standards. C'est les standards de cette équipe des Warriors sur la saison. Une fois de plus, je vous le redis, la perf, elle est vraiment là, hein, dans le 7,75 en assist turnover ratio. Ça, c'est du mutant. Cette série, enfin ce match 1 qui inaugure cette série, il se résume sur ce graphique. Les points dans la raquette, les points en deuxième intention et les points en contre-attaque. Et vous vous souvenez, dans ma preview, je vous disais, toujours dans le verdict, que ces Warriors, pour l'emporter, ils ont absolument intérêt à ne pas tomber dans une guerre des tirs à 3 points avec les Cavs, parce que cette équipe de Cleveland a montré qu'elle excellait dans ce domaine, mais ils doivent absolument exploiter la défense de Cleveland relativement moyenne, notamment dans la protection de la raquette, en attaquant cercle. Et c'est ce qu'ils ont à merveille fait dans ce match 1, et résultat, ils marquent 56 points dans la raquette, là où Cleveland n'en met que 30. On fait pratiquement 2 fois mieux que les Cavs, et sur la première mi-temps, au total sur le match c'est moins spectaculaire, parce qu'on a 18 points marqués en deuxième intention, donc après un rebond offensif contre 13, petite domination Warriors, mais c'est pas spectaculaire. Mais en première mi-temps, la domination au rebond des Warriors a été vraiment impressionnant, et on retrouve évidemment, on en parlait tout à l'heure, un rythme du match imprimé à l'image des Warriors, avec des stops défensifs, de l'accélération, et 27 points marqués en contre-attaque quand Cleveland n'en met que 9. Et pour revenir à cette histoire des points dans la raquette, des points in the paint, qui a été un des déterminants de ce match 1, regardez, côté Cleveland Cavaliers, on n'a que 4 joueurs qui sont allés mettre des points dans la raquette sur les 30 ici marqués par les Cavs. Ça n'a été contribué que par 4 joueurs, et sur ces 4 joueurs, il y en a 2, James et Irving, qui cumulent 24 points sur les 30 marqués par les Cleveland Cavaliers. Donc on a clairement été repoussé du cercle côté Cavs sur ce match 1, et on a été contraint d'essayer de scorer loin du panier. Et quand vous comparez par rapport aux Warriors qui en mettent 56, j'enlève ma tête, vous voyez, qui en mettent 56 ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs côté Warriors qui ont été mettre des paniers in the paint. Donc la volonté d'attaquer le cercle, elle a été vraiment collective côté Warriors, et évidemment, plus vous vous rapprochez du cercle, plus vous maximisez votre pourcentage de réussite, peu ou pas de défense en face, et vous allez comme ça chercher des paniers à haut pourcentage sans avoir à recourir à une forme d'adresse extérieure qui peut parfois être aléatoire, aussi talentueux et doué et entraîné soyez-vous dans ces tirs de loin. Si on regarde maintenant la répartition des pourcentages de réussite dans les différents compartiments du terrain, on retrouve ce contraste pour les points marqués dans la restricted area, donc les paniers qui sont marqués tout près du cercle, dans la zone restreinte, à moins de 2 mètres du panier, à 1,50 m du panier. On a tourné à 45% de réussite dans la restricted area côté Cavs, 56 pratiquement côté Warriors. Dans les deux cas, on est en deçà des standards de la saison régulière ou des playoffs. C'était deux équipes qui étaient très très à droite,
tout près du cercle, mais là où les Cavs étaient normalement à 65%, ils tombent à 45%. La protection du cercle, la défense tout près du panier des Warriors a vraiment été spectaculaire. On a beaucoup de tentatives d'attaque du cercle qui ont été contestées par la bonne défense des Warriors, et Cleveland n'a pas pu trouver ces paniers au pourcentage qu'ils vont d'habitude chercher tout près du cercle. Côté Warriors, on n'est pas dans l'excellence, 55, c'est pas les standards de cette équipe, mais quand vous avez un 10 points de différentiel sur des paniers qui comptent pour pratiquement un tiers, voire allez, 40% de votre scoring total, c'est énorme. Et puis, regardez après, dans les paniers in the paint, donc dans la zone non restreinte, Cleveland n'en a pas mis. Les Warriors ont été trop maladroits, mais Cleveland n'en a pas mis. Les tirs à mi-distance, souvenez-vous, cette équipe des Cavs était, je vous le disais, une bonne équipe à mi-distance, et ils avaient encore progressé en play-off sur les tirs à mi-distance, ils sont à 25%. Les Warriors, traditionnellement équipe la plus à droite de la ligue à mi-distance, eh bien, ils n'ont pas été corrects non plus, ils sont à 29%, c'est faible. Et puis, au global, dans le tir à 3 points, eh bien, si on se concentre sur le above the break, on est à 33% côté Cavs, on est très très loin des standards des playoffs jusque-là, où les Cavs tutoyaient pratiquement les 45-46% de réussite à 3 points above the break. Là, on est très 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 en deçà, et globalement, idem côté Warriors, on n'a pas spécialement excellé dans l'adresse. Il y a une chose qui est très intéressante. Il y a une chose qui est très intéressante sur ce match 1, que je vous avais déjà présenté à l'époque quand on avait traité des Celtics, la preview finale de conférence Est, et que je vous ai rappelé quand on a fait la preview des finales avec les Warriors. C'est que cette équipe des Warriors, c'est l'une des équipes de la NBA qui a le jeu le plus riche en mouvement. C'est l'équipe avec les Celtics, avec les Spurs et également avec les Sixers, qui a le ballon qui circule le plus. Et ça, c'est une des clés quand vous affrontez les Cavs, parce que les Cavs, ils ont des bons défenseurs individuels, mais dès lors qu'il s'agit de défendre en défense collective, où il va falloir marquer un joueur qui se déplace sans ballon, où il va falloir venir aider, il va falloir compenser, dès lors qu'on tombe là-dedans, les Cavs, ils sont pas à leur aise, ils sont mis en difficulté, et leur mauvaise défense, elle est exposée, comme je vous l'ai montré dans ma petite vidéo débrief avant celle-là. Et donc, on avait jusque-là en play-off une équipe des Warriors qui, en moyenne, sur toute cette série de play-off, dans 60% des cas, quand un joueur récupérait la passe en attaque, il gardait le ballon dans les mains moins de 2 secondes. Donc 60% des cas, un joueur des Warriors qui récupère la balle, il ne garde pas le ballon dans ses mains plus de 2 secondes. Donc ça veut dire que le ballon, c'est une patate chaude, qu'il est toujours en train de circuler. Et à contrario, cette équipe des Cavs, elle est l'équipe qui a le taux d'utilisation de possession à plus de 6 secondes le plus élevé de la ligue. On est pratiquement à 30%. Donc ça veut dire qu'à contrario, côté Cleveland, dans 30% des cas, donc dans une possession sur 3, en une possession sur 4, on va dire, le joueur qui récupère la balle en attaque la garde plus de 6 secondes. C'est absolument énorme. Et c'est exactement dans le match 1 ce qui s'est passé avec des Cleveland Cavaliers. Regardez, c'est absolument flagrant quand on regarde les stats avancées, le tracking des passes décisives. Des Cleveland Cavaliers qui ont fait très très peu circuler la balle, là où les Warriors l'ont fait circuler comme si c'était une patate chaude dans tous les sens, avec des renversements, avec de la circulation, et ça a complètement surclassé la défense des Cavs. Et inversement, les Cavs, en ayant une attaque très 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 statique, ils n'ont rien pu faire pour contourner la très bonne défense des Warriors. Et comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a rien de plus simple quand vous êtes une bonne défense que de défendre sur une équipe qui est statique et qui fait beaucoup d'isolation. Donc surchargez le côté fort et vous condamnez l'adversaire à des exploits individuels. Ils ont des joueurs pour aller chercher ces exploits individuels, des Irving, des James, des J.R. Smith dans une certaine mesure, avec des step back improbables à 3 points. Mais avouez
que entre avoir la possibilité de structurer une attaque qui découle sur un tir ouvert et à contrario l'alternative d'avoir un tir en fin de possession très bien défendu en fade away, laquelle des deux options vous choisissez pour être la locomotive de votre attaque? Je pense qu'il n'y a pas photo. Et regardez, effectivement, dans ce match 1, le volume de passes généré par les Warriors est pratiquement de 100 unités supérieur au volume de passes générées par l'équipe des Cavs. Pass made, c'est pas les passes décisives, hein. Ça veut dire que en attaque, on me donne la balle, j'ai la balle, je la donne à quelqu'un sur une possession, ça génère une passe. Cette personne la transfère à l'intérieur, ça génère une deuxième passe, etc. C'est comme ça que le calcul est fait. Et bien côté Warriors, on a pratiquement fait 100 passes de plus que cette équipe des Cleveland Cavaliers. Donc c'est absolument mutanesque. Et regardez, dans le potentiel de passes décisives, on l'a dit, les Cleveland Cavaliers, ils ont fait 15 passes dans ce match, ce qui est très peu. Ils auraient pu en générer 35. Les Warriors, ils en ont fait 31. Ils auraient pu en générer 58. Donc on a vraiment eu du côté des Cavs une attaque trop statique. Une attaque trop statique. Et quand vous jouez les Warriors, quand vous jouez une défense extrêmement affûtée, vous ne pouvez pas proposer une attaque aussi statique. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied. Et puis, autre point qui aura été déterminant dans ce match, c'est la réussite. Hein, bien entendu, c'est la réussite au tir. Les Cavs, à défaut d'avoir une défense ultra solide, ils sont extrêmement dépendants de leur attaque. C'est une équipe d'attaque, donc ils ont besoin d'être des locomotives d'attaque pour s'imposer. Dans le basket, il y a toujours deux philosophies qui amènent à la même chose, mais qui sont très très différentes. C'est un peu comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour gagner un match, il y a deux solutions. Il y a soit que vous mettez plus de points que l'adversaire, soit vous encaissez moins de points que l'adversaire. Et la philosophie des Warriors, c'est clairement, la philosophie des Cavs, c'est clairement, on va mettre plus de points que l'adversaire. Sauf que pour en arriver là, les Cavs ont besoin d'extrêmement d'adresse, et notamment d'adresse à 3 points. Et on l'avait vu dans la vidéo. Pourquoi les Cavs sont devenus si forts, sont devenus redoutables en play-off, c'était notamment parce que sur les catch and shoot, donc les réceptions-tirs, et notamment les réceptions-tirs à 3 points, ils étaient passés de 40% de réussite à 47, pratiquement 48%. Donc ils avaient tutoyé les sommets de la NBA, les sommets basketballistiques, en termes de réussite sur les catch and shoot. Et là, dans le match 1, ils ont été à 33% de réussite dans ces catch and shoot, 35% à 3 points, donc on a perdu plus de 10 points de pourcentage au tir, et comme tout à l'heure dans les tirs tentés près du cercle, on a un minus de 10 points de pourcentage sur des tirs dont les Cavs ont extrêmement besoin. Et puis, il y a une autre chose que je n'ai pas comprise dans ce match 1, c'est le choix des rotations utilisées par Coach Lue. Souvenez-vous, quand je vous ai fait la preview de la série, je vous ai dit il y a un moment qui va être très important à analyser, au-delà du choc des 5 majeurs, parce qu'on avait des deux côtés 2 5 majeurs qui étaient en incroyable rendement, il y avait un point qui m'intéressait particulièrement, c'était l'opposition dans les deuxièmes cartons. Parce que je vous avais montré dans la preview que les Warriors avaient été relativement moyens, voire médiocres, durant ces playoffs dans les deuxièmes cartons, là où l'équipe des Cleveland Cavaliers avait été particulièrement affûtée dans les deuxièmes cartons, notamment grâce à l'émergence de ce que j'avais appelé le Super 5 QI Basket de Cleveland. Le Super 5 QI Basket de Cleveland, c'était ce 5-là. Le 5 emmené par Deron Williams, Iman Shumpert, Kyle Korver, LeBron James et soit Channing Frye pour avoir d'extraordinaires qualités d'attaque et d'avoir 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points, soit vous mettiez à la place de Frye Thompson et vous avez un 5 qui était extraordinairement défensif et qui avait l'un des
net rating, donc différentiel attaque-défense, le plus élevé de ces playoffs. Ça, c'est les 5-5 les plus utilisés, les 5-5 les plus utilisés par les Cavs durant ces playoffs. Il y a le 5 majeur, il y a les deux Super 5 dont je vous parle, et ensuite, il y a le 5 majeur version Shumpert à la place de J.R. Smith, et il y a le 5 majeur version Korver à la place de J.R. Smith. Donc, des structures très très similaires. Et il y avait ces deux 5-là, qui pouvaient faire la différence dans les deuxièmes quart-temps, et sur lesquels Cleveland aurait pu s'appuyer pour mettre en difficulté les Warriors. Eh bien, ces deux 5-là, qui étaient pourtant deux des 5 2 des 5-5 les plus utilisés par les Cavs en playoff, eh bien, ces deux 5-là, on ne les a pas du tout vus du match 1. Donc, c'est comme si l'équipe de Cleveland s'était dit « Ok, je vais me rendre à un match de boxe contre Mike Tyson et je vais boxer avec une main derrière le dos. » C'est exactement l'impression que ça m'a fait. Je me suis dit « Pourquoi coach Lou fait ces choix-là, fait ces rotations-là » Il est allé piocher dans des 5 ultra small ball avec Kyrie Irving et Jefferson ensemble sur le terrain et Kevin Love et James sur le banc ensemble. C'est une config qui n'a jamais marché. C'est une config, regardez les 5 utilisés par les Cavs en 2016, 2017, saison régulière et playoff. Dès lors que vous avez ensemble LeBron James et Kevin Love sur le banc, c'est toujours la bérésina, parce que c'est Kyrie Irving qui essaye de porter l'équipe à lui tout seul, et ça ne marche pas. Donc je n'ai pas compris le choix des rotations de Tyronn Lue, et d'une manière générale, j'ai trouvé que sur ce match 1, LeBron James avait été un petit peu trop discret. On n'a pas vu le LeBron James en monopolisation du ballon, qui est vraiment dans le playmaking, qui fixe, qui ressort sur les coéquipiers. C'est à mettre au crédit de la très bonne défense des Warriors, si l'attaque a été un petit peu enrayée. Mais je trouve qu'on a un petit peu trop vu Kyrie Irving balle en main et pas assez LeBron James. Irving est excellentissime quand il existe sans ballon, comme ça, qui dort un petit peu côté faible et puis qui laisse James fixer, et James ressort sur lui et il est à la finition. Eh bien, on l'a vu à la finition dans ce match 1, mais on l'a aussi beaucoup vu au départ des actions, et c'est pas dans cette config-là que les Cavs sont meilleurs. Donc voilà, mystère sur les rotations emmenées par coach Lou. Alors effectivement, je suis pas non plus né de la dernière pluie, j'imagine que Lou n'a pas voulu dérouler ce 5-là parce qu'il s'est dit ça va manquer de rapidité, on va se faire exploser, et il n'a pas voulu utiliser ce 5-là parce qu'il a dû se dire, j'imagine, ça va manquer un petit peu de qualité d'attaque si on va revenir dans la rencontre. Mais il y a une autre chose qu'il faut avoir en tête, que je vous avais aussi expliqué dans la preview, c'est que dès que cette équipe de Cleveland, durant la saison régulière et durant les playoffs, elle a été un petit peu malmenée, coach Lou a systématiquement resserré sa rotation. Et dès que Cleveland était un petit peu mené durant ces playoffs, c'est pas beaucoup arrivé, mais c'est arrivé, eh bien, on avait quasiment un banc qui disparaissait et des titulaires qui jouaient beaucoup. Eh bien, quand je vois le rendement des 5 entre guillemets mineurs, parce qu'il y a LeBron James en pierre angulaire, mais ça marchait tellement bien. Quand je vois le rendement de ces 5 mineurs entre guillemets, et quand je vois qu'ils ne sont pas utilisés, je me dis mais quel dommage. Et puis autre chose qui est aussi absolument entre guillemets déroutante, c'est qu'au final les Warriors dominent complètement ce match 1, alors que Klay Thompson et Draymond Green finissent à 6 sur 28 au tir. Ils font un match d'attaque absolument atroce. Mais c'est pas la clé. C'est absolument pas la clé. La clé, ça aura été la défense sur ce match 1. Et Klay Thompson et Draymond Green, ils ont été extraordinaires en défense. Mais ça en dit quand même long sur la performance des Warriors qui s'imposent de 20 points, qui font un match d'attaque somme toute moyen. Regardez, en cumulé à 42%. C'est pas les Warriors qu'on a connus, et où ils ont 2 titulaires à moins de 25% de réussite sur des hauts volumes de tir. Si on nous avait dit avant le match, les Warriors seront à 42%, et ils auront 2 titulaires qui cumuleront un 6 sur 28 au tir et ils gagneront de 20 points, on se serait dit, je vais pas mettre une pièce là-dessus à Vegas. Et bien pourtant, c'est ce qui est arrivé, et ça en dit long parce que évidemment que les Cavs n'ont pas fait un bon match.
évidemment qu'ils ont été maladroits, évidemment qu'ils ont raté beaucoup de tirs. La probabilité que les Cavs soient aussi maladroits sur la série, a priori, elle est faible. La probabilité, c'est qu'ils vont se ressaisir, qu'ils vont retrouver un petit peu d'adresse, et que les matchs seront beaucoup plus serrés. Sauf que ce raisonnement que vous appliquez aux Cavs, vous pouvez très très bien l'appliquer aux Warriors. Ils n'ont pas spécialement fait un bon match d'attaque, ils ont manqué des lay-ups, ils ont manqué des tirs ouverts, ils n'ont pas été adroits à 3 points, donc eux aussi, ils peuvent très très bien espérer une reprise et une redécouverte de l'adresse, et finalement atteindre un niveau de rendement offensif encore plus élevé. Ce qui a été intéressant, j'ai attendu un petit peu pour sortir cette vidéo parce que je voulais que la NBA mette à disposition ces stats qui ne sont pas disponibles tout de suite. J'imagine qu'elles doivent être compilées avant, et c'est pour ça que c'est dispo que le matin aux États-Unis et donc au milieu de l'après-midi pour nous en France. C'est la shooting shot, donc le shot dashboard, les prises de tir des deux équipes dans le match 1, en fonction de la position du défenseur. Et c'est toujours intéressant parce que quand vous avez une équipe qui fait un très mauvais match en termes d'adresse, il faut toujours vous poser la question suivante. Est-ce qu'ils ont manqué leur tir parce qu'ils ont bien été gênés, on a bien défendu sur eux, ou est-ce qu'ils ont manqué leur tir parce qu'ils étaient dans un soir sans et ils ont eu la sphinctéris et ils étaient trop crispés, ils ont trop serré les fesses et ils ont raté des tirs ouverts. Et quand vous regardez ces statistiques, le closest defender sur le shot dashboard, vous avez la réponse à cette question. Et dans ce match 1, voyez que les Cavs, ils ont tenté 20% de leurs tirs avec un défenseur à moins de 60 cm en marquage. Moins de 60 cm du tireur, 20% en moyenne. Et sur ces tirs contestés, très bien contestés, on va dire, c'est ce qu'on appelle des very tight, très serrés, très bien contestés, ils ont été à 35% de réussite. Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, en playoff, les Cleveland Cavaliers, ils avaient l'un des taux de prise de tir contestés en very tight les plus faibles de la ligue. Ils sont à 20% sur ce match, ils étaient à moins de 15% jusque-là en playoff, et sur ces tirs très contestés, ils étaient à 47% de réussite. Là, non seulement ils ont eu beaucoup plus de tirs serrés dans leur sélection de tirs, et ces tirs serrés ont engendré un pourcentage de réussite beaucoup plus bas, 35 pour 47. Si on s'intéresse maintenant aux tirs taille, donc les tirs où le défenseur était entre 60 cm et 1,20 m, c'est-à-dire qu'il y a un marquage serré, mais on n'a pas non plus un défenseur qui colle. Dans ce match 1 des finales, 36% des tirs tentés par les Cavs ont été des tirs où la défense était relativement serrée. Et sur ces tirs défendus d'une manière serrée, ils ont été à 32% de réussite, là où les Warriors ont été à 42%. 36% en moyenne, c'est ce qu'ils avaient connu jusque-là en playoff. Sauf que la différence, c'est que je vous le disais, 32% là dans le match 1 et ils étaient à 52% jusque-là en playoff. Et l'une des clés, c'est encore une chose que je vous avais expliqué dans la vidéo, pourquoi les Cavs sont devenus plus forts. L'une des clés du succès, de l'explosion du rendement offensif des Cavs durant ces playoffs, c'était l'extraordinaire explosion de l'adresse dans ces tirs qui sont considérés comme des tirs taille, des tirs serrés, des tirs bien défendus. Et bien là, on est passé de 52 à 32%. La défense des Warriors a une nouvelle fois fait complètement plonger le pourcentage aux réussites de cette équipe de Cleveland. Et puis, si on s'intéresse enfin aux tirs ouverts, les fameux open, donc des tirs où le défenseur va être à plus d'1,50 m, donc où on a largement le temps de tenter son tir sans être en capacité d'être bien gêné, d'être bien contré. 32% des cas, jusque-là en playoff. Donc un tir sur 3 côté Cavs était un tir ouvert. Il tournait à 50% de réussite, plus de 41% à 3 points. Et là, face aux Warriors, ce chiffre de 32% en moyenne de tir ouvert, il est tombé à 22%. Donc imaginez les Cavs, au lieu d'avoir un tir sur 3 de leur attaque qui était ouvert,
eh bien ils n'en ont plus eu que 1 sur 5. Imaginez le changement que ça représente en termes d'intensité défensive, et effectivement la maladresse du coup des Cavs, on peut en déduire qu'elle n'est pas due à une sphinctéris, qu'elle n'est pas due à une crispation, qu'elle n'est pas due à un stress où les joueurs se chient dessus et puis ils ratent leur tir alors qu'ils ont eu des tirs ouverts. Cette maladresse, elle est due à une défense des Warriors qui a été vraiment à la culotte et qui a laissé très très peu de tirs ouverts à cette équipe des Cavs. Et puis sur ces tirs ouverts, ils étaient à 50%, 41,5 jusque-là en playoff, et ils sont tombés à 42,36. Donc les peu d'ouvertures qu'ils ont eues, eh bien, on va considérer qu'ils étaient tellement fatigués une fois les avoir eus que, eh bien, ils ont été plus maladroits. Ils ont été plus maladroits que par le passé. Donc voilà, on en a parlé. Les deux équipes ont donc été relativement dans leur standard, relativement prévisibles finalement dans ce match 1. Ce qu'on s'attendait à voir, on l'a vu. Globalement, on a eu deux équipes qui ont sous-performé en attaque, à des niveaux différents, on est d'accord, mais globalement, on a été en deçà des standards de performance des deux équipes en attaque. Et évidemment, ça a beaucoup plus pénalisé les Cavs, parce que quand les Cavs sont inefficaces en attaque, maladroits en adresse, eh bien, ils ne peuvent pas compter sur une grosse défense pour arracher des stops et finalement neutraliser l'adversaire, ce que les Warriors ont réussi à faire. Et c'est tout l'intérêt quand vous êtes une grosse équipe de défense, c'est de pouvoir vous appuyer sur votre défense quand l'adresse n'est pas au rendez-vous. Globalement, il y a aussi un point qui a été très intéressant, c'est l'excellente défense de Kevin Durant sur LeBron James. LeBron James a été extrêmement bien gêné, et il y a un point sur lequel j'ai pas assez insisté dans ma vidéo preview et qu'il est important d'avoir en tête, c'est que Kyrie Irving et LeBron James, donc les deux meilleurs joueurs des Cavs, les deux joueurs indispensables au succès des Cavs, sont aussi les deux défenseurs attitrés des deux superstars de l'équipe adverse. C'est-à-dire que non seulement Irving et James, ils doivent porter leur équipe en étant des mutants en attaque, mais en plus, ils doivent de l'autre côté aller défendre sur Stephen Curry et sur Kevin Durant. Et ça, c'est une vraie problématique, parce que Curry ne défend pas sur Irving dans la majorité du temps, c'est le boulot de Klay Thompson, et c'est un boulot qu'il fait très très bien. Curry, il est en défense sur J.R. Smith, et un petit peu sur Shumpert ou Korver quand ils sont sur le terrain, et comme ils sont la plupart du temps figés sans ballon à l'opposé des séquences d'attaque, c'est pas compliqué de défendre sur eux. Par contre, effectivement, Irving et James, eh bien, ils sont en train de défendre sur des joueurs dangereux, sur des joueurs tout le temps en mouvement, et ça c'est fatigant. Et pourquoi c'est beaucoup plus vrai cette année que l'année dernière? Parce que l'année dernière, LeBron James défendait sur Harrison Barnes, et Harrison Barnes faisait des playoffs, et notamment des finales catastrophiques. C'est-à-dire que James pouvait, entre guillemets, faire un petit peu l'impasse sur Harrison Barnes pour se concentrer sur autre chose en défense, ou pour récupérer un petit peu en défense, là où cette année il est obligé de se focaliser sur le meilleur joueur adverse. Et on a déjà vu durant ces playoffs et durant la saison régulière, eh bien, un LeBron James qui n'était pas forcément super à l'aise dès lors qu'il fallait prendre en marquage individuel sur l'intégralité d'une rencontre, eh bien, une superstar adverse. Souvenez-vous des analyses que je vous ai fait sur les matchs face aux Pacers, sur ces Cavs Pacers. Eh bien, on a vu beaucoup de fois James qui, quand il devait défendre sur Paul George qui existait sans ballon en sortant d'écran, eh bien, c'était pas au point. Il était un petit peu trop passif, un petit peu trop en retard, ça communiquait mal en défense, et les Cavs prenaient un petit peu l'eau comme ça. Donc James est un mutant. Moi j'adore LeBron James, donc vous ne trouverez pas, venant de ma part, des critiques qui ne sont pas constructives, mais on le catalogue parfois un petit peu trop vite comme un super défenseur. Comme toutes les superstars de la ligue, eh bien, il ne s'expose pas trop en défense pour pas prendre des fautes stupides. Ça l'empêche pas de réaliser
des séquences défensives de mutants, des contres de mutants, mais on le voit aussi souvent se mettre hors de position, se mettre en difficulté. Et là, face à Kevin Durant, ça se paye beaucoup plus cher que face à Harrison Barnes. C'est là où je voulais en venir. Donc, dans le match 2, il faut s'attendre bien entendu à une réaction d'orgueil des Cleveland Cavaliers. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que si les Warriors mènent 2-0 dans ces finales 2017, je ne vois pas les Cavs en capacité d'aller gagner les 4 matchs, les 4 prochains... Alors, je ne les vois pas en capacité d'aller gagner 4 des 5 prochains matchs. Je vais y arriver. Mais vous allez me dire, mais attends, mais Blight, mais c'est ce qui s'est passé en 2016. Donc pourquoi ça ne pourrait pas se reproduire? Je suis d'accord. Mais ne considérez pas que ce qui a été un exploit en 2016 est la norme. Et comme je vous l'avais montré dans ma vidéo preview des finales, les Warriors 2016 n'ont rien à voir avec les Warriors 2017. On n'est pas du tout au même niveau d'intensité, au même niveau de préparation. Les Warriors 2016 avaient montré plein de signes de faiblesse. Il y avait eu des blessures, des joueurs suspendus. Là, les Warriors 2017, ils semblent remonter comme des coucous suisses et au meilleur de leur forme. On n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, on n'est pas à l'abri d'une blessure qui gâche ces finales. N'espérons pas que ça arrive. Ça ferait tellement plaisir, sachant que en 2016, la finale avait été tronquée par les blessures, et en 2015, souvenez-vous, il n'y avait pas de Irving, pas de Love, ça avait été aussi tronqué par les blessures. Donc espérons une finale 2017 sans blessure. Mais donc ce qu'il faut attendre de ce match 2, c'est un sursaut d'orgueil, bien entendu, de Cleveland, qui va essayer, j'espère pour eux, d'aller trouver autre chose que de l'isolation, un ballon qui circule plus, et une adresse qui va être retrouvée. Mais il faut s'attendre à ce que les Warriors fassent de même. Il faut s'attendre à ce que les Warriors fassent de même, parce que 42% de réussite côté Warriors, c'est pas les standards de la saison, et ils ont tiré assez peu de lancers, et ils ont été maladroits au lancer. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le potentiel de montée en intensité, le potentiel d'amélioration en attaque est vrai, évidemment, il est très très vrai côté Cavs, mais il est également vrai côté Warriors. Après, bien entendu, si cette équipe de Cleveland parvient à minimiser déjà son nombre de pertes de balles, ça va leur épargner bien des tracas, parce que toutes ces balles perdues côté Cavs ont généré des paniers faciles en contre-attaque côté Warriors. Vous gommez ces pertes de balles, vous diminuez ne serait-ce que de moitié, au lieu d'en avoir 20, vous en avez 10, et bien derrière, les Warriors, au lieu d'avoir 20 points marqués en contre-attaque sur ballon perdu, ils en ont plus que 10. Et déjà, l'écart, au lieu d'être 20 points, il est plus que de 10 points. Donc déjà, ça résorbe énormément la donne. Espérons qu'on ait un match 2 passionnant dans ces finales NBA 2017. On sera là pour suivre ça. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, les commentaires. Je lis tous les commentaires avec attention et j'essaye d'y répondre pour peu qu'ils soient constructifs. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et comme toujours, bon match à tous.